Troisième épisode du grand destin d'Aliénor d'Aquitaine, une femme au caractère fort, on le voit depuis lundi, qui est en train de changer de mari. Oui. Une femme au caractère fort et au physique assez remarquable. Flatteur, oui. Vous savez, c'est Régine Pernoud, la grande historienne du Moyen-Âge, qui a été sans doute sa meilleure biographe, qui nous dit qu'on peut se faire une idée assez précise de ce que devait être Aliénor d'Aquitaine, dont les seules représentations que nous possédons sont très sujettes à caution. On peut s'en faire une idée d'après le poète Roger de Soissons, qui l'a décrit de la façon suivante. Vert, alors vert pas V-E-R-T-S, mais V-A-I-R-S, verts yeux riants, bruns sourcils, cheveux plus beaux que dorés, beau front, nez droit, bien assis, couleur de rose et de lys, bouche vermeille et soif, c'est-à-dire suave, dirions-nous, col blanc nullement hâlé, gorge qui de blancheur raie, c'est-à-dire rayonne. Elle devait donc être très belle. Dans ce portrait, Roger de Soissons ajoute qu'Aliénor était plaisante, avenante et gaie, je pense que vous l'aurez compris. Elle était pleine d'esprit, elle était vive, moqueuse, spirituelle, une femme cultivée incontestablement, qui avait le goût des troubadours, jusqu'à présider les fameuses cours d'amour. Alors, on a quelques doutes sur les cours d'amour, c'est ce que je vous expliquerai demain. Pour l'instant, je reviens évidemment à sa séparation d'avec le roi de France et à son rapprochement d'un autre personnage qui bientôt sera roi d'Angleterre. Vous le savez, Aliénor d'Aquitaine a été reine de France, mais reine d'Angleterre aussi. On va s'intéresser à cette partie-là de sa vie aujourd'hui. Elle s'est donc servie de son lien de parenté avec Louis VII pour faire annuler son mariage. Et oui, c'était assez fréquent. Vous savez, au Moyen-Âge, le pape avait, il a toujours d'ailleurs la possibilité d'annuler religieusement les mariages, et en l'occurrence, il en usait politiquement lorsqu'un souverain voulait se débarrasser de son épouse, c'était dans ce sens-là que ça marchait généralement, eh bien, on trouvait un lien de parenté, ça n'était pas difficile entre ces familles régnantes qui se mariaient entre elles depuis des générations, donc on était tous cousins, il suffisait que le roi déclare que ce cousinage rendait le mariage illégal et on annulait l'union. Bon, ça c'est assez classique. En l'occurrence, avant de faire annuler son mariage, Aliénor prend soin de trouver la rechange, si je puis dire. Et c'est ici qu'intervient la fameuse famille d'Anjou, ces suzerains qui possèdent un grand territoire entre la Loire et la Seine, territoire absolument stratégique et qui intéresse toute la politique de l'Europe de l'époque. Il y a à la tête de ce territoire un duc d'Anjou qui s'appelle Geoffroy, et ce Geoffroy d'Anjou a pris l'habitude de planter, de ficher dans sa coiffure, dans son chef, de ficher un rameau de genêt. Et donc on l'appelle Plantagenet. C'est l'origine de cette famille de Plantagenet. Geoffroy a épousé une petite fille de Guillaume le Conquérant, Mathilde, ce qui veut dire qu'il est bien placé pour régner sur l'Angleterre. Il en a d'ailleurs tout à fait l'intention. Ça lui a donné par ailleurs l'héritage de la Normandie. C'est quand même pas rien, cette immense province de Normandie. Et l'ambition des Anjou, si je puis dire, parce que je les appelle les Anjou, il y a le père et le fils, Geoffroy et Henri. Leur ambition, c'est justement, possédant maintenant l'Anjou et la Normandie, d'aller récupérer, si je puis dire, la couronne d'Angleterre, qui est bien faible, car les successeurs directs de Guillaume le Conquérant ne brillent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le trône d'Angleterre. Alors, évidemment, quand ils se sont présentés à la cour du roi de France, ils sont venus en 1151 pour présenter hommage à propos de la Normandie, bien entendu. Aliénor a repéré Geoffroy et accessoirement son fils Henri. Elle a trouvé le père à son goût, le fils aussi, vous me direz, mais le père est régnant. Il est ambitieux, il est énergique, c'est un homme lettré. Il semble même que les excellentes relations qu'ils vont très vite entretenir, le père et le fils, avec la reine de France, expliquent qu'on ait trouvé très vite une solution aux différends qui opposaient le roi de France et le duc de Normandie. Finalement, tout ça s'arrange. Il est même possible que, dès ce moment-là, un accord secret ait été passé entre Aliénor et les Plantagenets. En septembre de cette année 1151, Geoffroy va aller se baigner dans le Loir, pas dans la Loire comme on le lit souvent, mais dans le Loir. On est en septembre, les eaux de la rivière sont glacées.
Le roi prend froid, mauvaise pneumonie, il a beau être costaud, il meurt dans la foulée. Ah, ça ne fait pas du tout les affaires de la reine de France. Le père a disparu. Eh bien, se dit-elle, et après tout, et si je misais sur le fils? Aliénor a quand même 10 ans de plus qu'Henri Plantagenet, qui pour elle est un gamin, mais après tout, elle est elle-même l'héritière du duché d'Aquitaine, elle est en titre pour le moment la reine de France. Eh bien, dès qu'elle va être séparée du roi Louis VII, elle se dit que ce mariage pourrait être organisé. Alors, le problème pour le moment, c'est qu'il faut donc il faut convaincre Louis VII de consentir à cette fameuse annulation du mariage. Évidemment, on a, je vous l'ai dit, tous les moyens de le faire, mais il faut que le roi soit d'accord. Eh bien, la vérité, c'est que Louis VII va se sentir libéré, soulagé de cette femme qui était impossible et qu'il n'avait jamais réussi d'une certaine manière à satisfaire. Il était loin d'imaginer le roi Louis VII en acceptant l'annulation de son propre mariage. Il était loin d'imaginer qu'il était en train de créer la future reine d'Angleterre. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine qui nous accompagne donc toute cette semaine. Ça y est, elle vient de finir, alors attention aux mots que je vais employer, elle vient de finir son casting, elle a choisi qui allait remplacer Louis VII. Elle voulait épouser Geoffroy Plantagenet, il est mort, donc elle épouse son fils Henri, qui a 10 ans de moins qu'elle. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, il a fallu réunir un concile à Beaugency pour constater le cousinage, permettre l'annulation du mariage avec le roi de France, etc. Mais aussi sec, si je puis dire, Aliénor regagne ses terres, elle s'installe à Poitiers. Et voilà ce que nous dit André Castelot. Redevenue duchesse d'Aquitaine, Aliénor épouse le jeune Henri Plantagenet qui, après s'être fait couronner duc d'Aquitaine à Limoges, va bientôt ceindre la couronne d'Angleterre et étendre ainsi ses possessions de l'Écosse à l'Espagne en passant par la Normandie et les Pays de Loire. On sait, nous dit Castelot, ce qu'il en résultera. Le joug féodal qui, à la suite de ce mariage, liera désormais les rois d'Angleterre aux rois de France semblera vite intolérable aux Anglais. Ils voudront s'en affranchir, être leur maître au bord de la Garonne comme ils l'étaient au bord de la Tamise, et ce désir déclenchera 100 années de tuerie, sans oublier la possession jusqu'à nos jours des îles anglo-normandes. Ça n'est certes pas la principale des conséquences de ce mariage tout à fait extraordinaire qui se donne, qui est célébré le dimanche des Rameaux 1152 dans la cathédrale de Poitiers, donc avec le jeune duc d'Anjou. Fête absolument magnifique, on dit que le vin de Bordeaux déjà coule à flot. Et vous imaginez, à Paris, la stupéfaction du roi Louis VII, qui n'était pas du tout, qui n'avait pas vu le vent venir, si je puis dire. Colère noire du roi de France, qui réalise que dans cette affaire, et aux yeux de l'Europe entière, il a été quand même le dindon de la farce. Très bien. Il va réagir alors qu'Henri se trouve déjà à Barfleur en vue de traverser la Manche pour aller faire valoir ses prétentions à la couronne d'Angleterre. Le roi de France l'attaque sur ses terres en Normandie. Ça va être 6 semaines de combats terribles, combats au terme desquels l'Angevin se révèle néanmoins assez fort pour imposer à son propre suzerain, pour imposer au roi de France une paix assez vue. Décidément, ça n'était pas la bonne année pour Louis VII, cette année 1152. Dès l'hiver de cette année 1152, qui est sans doute la plus glorieuse de la vie de notre héroïne de la semaine, dès l'hiver, Henri Plantagenet est donc vainqueur du roi d'Angleterre, qui le désigne comme son successeur. Donc il a battu le roi de France, traversé la Manche, battu le pauvre roi d'Angleterre qui va faire, ce roi Étienne, vous savez, va mourir opportunément 1 an plus tard, au moment même où Aliénor était en train de donner la vie à son premier fils issu du nouveau mariage. Alors elle a donné que des filles au roi Louis VII, et bien voilà qu'avec le roi Henri II Plantagenet, puisque ça va être désormais son nom et son titre, eh bien elle a des garçons. Alors un premier fils. Tout a réussi au-delà des espoirs les plus fous d'Aliénor, qui vient de laisser la couronne de France pour recevoir presque aussitôt celle d'Angleterre. Du même coup, c'est toute la partie ouest de l'ancienne Gaule, du Cotentin jusqu'aux Pyrénées, qui bascule dans le camp de Londres. Et ça affaiblit considérablement Paris, bien entendu. Il est dit, décidément,
que les battements de cœur d'Aliénor auraient des conséquences aussi phénoménales pour l'histoire que jadis ceux de Cléopâtre. Pour la nouvelle reine d'Angleterre, on peut dire que la période qui s'ouvre est une très belle époque. Elle est amoureuse de son jeune époux qui le lui rend bien. Les naissances vont se succéder, vont affermir la dynastie à coups de petits princes. De plus, en pratique, tandis qu'Henri II administre ces États du Nord, Aliénor, elle, a tout loisir de venir reprendre en main ses possessions dynastiques. Entendez, son ancienne Guyenne, bien entendu, son Aquitaine de naissance. Elle redevient couronnée, une sorte de super duchesse d'Aquitaine, si l'on peut dire. Elle s'installe à Poitiers et elle va y mener une vie fastueuse. Poitiers devient le centre d'une des plus brillantes cours d'Occident. C'est le règne des troubadours, les trouvères en langue d'Oïl, des musiciens. Les fêtes succèdent aux banquets dans le palais des ducs d'Aquitaine, un palais qu'elle ne va avoir de cesse d'agrandir, d'ornementer. Et figurez-vous, Anissa, nous n'étions pas côte à côte à l'époque, et je le regrette bien, que ce palais, enfin la grande salle des fêtes d'Aliénor d'Aquitaine existe toujours à l'heure où je vous parle. Elle est toujours debout. C'est une des plus grandes salles civiles médiévales de France. C'est la salle des pas perdus du palais de justice de Poitiers et c'est là qu'il y a 3 ans maintenant, nous avons fait en direct une émission au cœur de l'histoire.